Quatrième journée de Ligue 1 qui s'est achevée par une belle branlée du PSG face à l'Olympique Lyonnais. On vient de débriefer ensemble, on vient d'enterrer ensemble l'Olympique Lyonnais. Si jamais vous voulez voir cet enterrement, je vous envoie vers la vidéo qui vient d'être publiée normalement sur YouTube, que vous devrez retrouver normalement en haut à droite de votre écran. Vous avez juste à cliquer là-dessus. Bienvenue à vous, bienvenue sur YouTube, bienvenue à ceux qui sont sur Twitch et qui sont restés avec nous après le débrief de OL PSG. On va débriefer ensemble cette quatrième journée de Ligue 1. Quatrième journée de Ligue 1 qui était vachement moins bien que les précédentes. On s'est un peu fait chier, on va pas se mentir, même si on a eu du grand divertissement en ce dimanche soir. 9 matchs, comme d'habitude, ça change pas d'habitude. Pas trop de buts en réalité. On a été un peu sauvé par les 5 buts du dimanche soir entre l'OL et le Paris Saint-Germain. On va débriefer ça ensemble. Vous connaissez la méthode. Les 9 matchs au crible avec les buteurs, les meilleurs joueurs de chaque équipe. Ensuite, on fera l'équipe type ensemble avec quelques sondages, même si là, il y a beaucoup moins de prétendants à l'équipe type que c'est sur les semaines précédentes. Et on terminera par les pronos de la J5 qui aura lieu dans 2 semaines puisque c'est la trêve internationale. C'est le dernier débrief Ligue 1 avant 2 semaines. Le t-shirt en soi, c'est le top. C'est pas un t-shirt, c'est une chemise, enfin. On a enterré l'Olympique Lyonnais, il faut être en chemise. Voilà, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, le format marche bien, on peut le pousser encore plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, etc., etc. Vous connaissez, on est obligé de rabâcher, sinon vous ne le faites pas. Voilà. On va commencer tout de suite par regarder tous les résultats de cette quatrième journée de Ligue 1. Première journée, une journée qui s'est commencée vendredi par le match nul entre Nantes et Marseille. Marseille qui a fait la même chose que lors de la dernière fois en supériorité numérique. Pendant une grande partie du match, ils ont réussi à choke les Marseillais. C'est la deuxième fois en 4 journées qu'ils nous font le coup. Du côté de Rennes, un match absolument infâme qui est en concurrence avec Nice-OL de la semaine dernière pour le match le plus dégueulasse de ce début de Ligue 1. On va passer très rapidement dessus tout à l'heure parce que franchement c'était horrible comme match. Une prestation très aboutie de l'AS Monaco qui s'est imposé 3-0 contre Lens. Un match à sens unique, un peu le même match que Monaco contre Strasbourg. Un match vraiment où il n'y aura pas eu grand chose à redire côté monégasque et une relative faiblesse du RC Lens, on va en parler tous ensemble. Toulouse-Clermont, un match nul, un petit peu en trompeur tant c'était pas terrible. Franchement, Toulouse-Clermont, on va en parler parce qu'il y a quand même 4 buts, mais c'était un match d'une faiblesse assez rare. Le Havre qui a livré une prestation hyper aboutie face à Lorient 3-0, c'est bien pour le Havre qui joue au foot et qui est récompensé face à une équipe de Lorient qui était franchement méconnaissable. Lille s'est imposé face à Montpellier en se faisant très peur en fin de match, c'était pendant le multiplex. Lille, c'est pas ouf, mais ça fait le taf. Metz-Reims 2-2, Reims petit temps d'arrêt. Mais pour le coup, Metz a très bien joué. On avait quasiment enterré Metz après le départ de Mikotadze. Finalement, c'était pas si mal. Nice-Strasbourg, prestation absolument infâme de Strasbourg. Et je vous poserai la question de savoir si Patrick Vieira est la plus grosse fraude de la décennie en termes d'entraîneur. On fera des concours et vous verrez que bon, il n'y a pas grand-chose à mettre à son actif. Et on terminera bien évidemment par un dernier petit coup sur OL PSG qu'on vient de débriefer longuement mais dont on reparlera peut-être d'un point de vue plus neutre, plus objectif et peut-être un peu plus parisien parce qu'on a beaucoup parlé de l'OL sur ce débrief précédent. Là on va parler peut-être un peu de Paris et de ce qu'ils peuvent espérer cette saison. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé vous dans le chat de cette journée? Parce que moi je vous avoue que je me suis un peu fait chier. Les 4 premiers matchs étaient pas très très intéressants et j'ai trouvé ça un peu décevant et on m'a parler de la décla de Antonin Da Fonseca, le préparateur physique de l'OL, qui disait que ça y est, au bout de 4 matchs, les équipes sont toutes à 100% physiquement et du coup, elles arrêtent de jouer au foot. Donc c'est peut-être un petit peu dommage là-dessus. On va commencer de toute façon ce débrief par le match entre Nantes et Marseille parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Une rencontre qu'on aurait pu penser facile pour l'Olympique de Marseille. 5 premières minutes, côté Olympique de Marseille, assez dingue, honnêtement. Il y a eu un rouleau compresseur qui s'est abattu sur la tronche des Nantais, et puis plus rien. Plus rien du tout. Vraiment, 5 minutes où on a eu 3 occasions ultra nettes en 3 minutes, 3 tirs, ça aurait pu faire 3-0 au bout de 6 minutes. Nantes-Marseille, puis une expulsion pour le pauvre Mepeyou, premier match en pro, 17 ans, expulsion logique en plus. Et derrière, l'Olympique de Marseille a fait une Genesio, en fait. La Genesio, vous le connaissez, c'est se retrouver en supériorité numérique, être incapable de faire quoi que ce soit. Et vraiment, Marseille a joué 8 minutes au foot dans cette rencontre,
qu'ils avaient en main, qu'ils auraient dû gagner, et Marseille a laissé Nantes revenir au score de façon tout à fait logique. Alors dans les faits, c'est pas tout à fait logique, puisque Nantes a un peu arraché ce match nul quand même. Ils ont dominé, mais ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Si on regarde les expected goals, on est à 0,76 à 2,35. Au niveau des tirs, je crois que Marseille a tiré 26 fois au but. Il y a eu que 2 tirs cadrés pour Nantes, donc c'est encore et toujours un résultat en trompe-l'œil pour Nantes, qui nous avait déjà fait le coup contre Monaco, où ils avaient réussi à marquer 3 buts en 3 tirs cadrés. Donc c'est pas ce match qui va rassurer les Nantais sur leur capacité à produire du foot, mais c'est peut-être un peu inquiétant de la part de Marseille. Moi, je trouve cette équipe de Marseille assez inquiétante, et pour en avoir parlé avec pas mal de supporters, je sais qu'il y en a pas mal qui partagent mon avis, parce que cette équipe, elle a quand même pas beaucoup envie de jouer au foot, hein. Elle n'a pas très envie de jouer au foot. Au niveau des compos de départ, on avait Nantes qui était encore à 5 derrière, Bastien Mepeyou qui était donc titulaire pour la première fois, qui s'est mal passé, très clairement. On avait Kemert aussi, je sais pas comment ça se prononce, Chomert en défense centrale, qui a fait un bon match dans l'absolu, et on avait surtout Hudson, et on va en parler un peu plus d'Hudson derrière, parce que la lueur d'espoir côté nantais, c'est peut-être les quelques recrues, Hudson et Douglas Augusto, qui ont été plutôt pas mal. Est-ce que ça suffira? Je sais pas. Moi, je continue de penser que cette équipe de Nantes est quand même très très faible. Vous avez la compo à droite, vous avez des joueurs qui sont pas au point, même si vous avez des joueurs qui sont quand même de qualité. Ce trio offensif, Hudson, Mohamed, Moses Simon, c'était pas mal du tout. Descamps remplace bien Lafont. Oui, on va en parler, parce que Descamps, il est favori pour être dans l'équipe type. Alors, c'est un peu remis en cause par la prestation de Donnarumma, mais Descamps qui a fait combien d'arrêts? 6 arrêts, je crois, 7 arrêts. Donc c'est lui qui a porté à bout de bras cette rencontre entre Nantes et Marseille, parce que Marseille a quand même tiré 26 fois au but. Alors c'était pas des tirs dingues, hein, dans l'absolu. Mais voilà, une rencontre inquiétante côté Marseille, pas mal de joueurs assez décevants. Des joueurs surtout très irréguliers. Ismail Assar a fait 15 bonnes minutes et puis plus rien. Joaquin Correa, il s'est arrêté de jouer à l'ouverture du score. C'est quand même un peu dommage. Joaquin Correa, il a joué 8 minutes dans le match. Après, ça a été une prestation extrêmement indigente. Et j'ai trouvé Mbemba toujours aussi bon. Pour le reste, c'est pas vraiment un problème individuel, c'est un problème collectif. Et le problème, c'est que Marcelino, c'est pas un coach flamboyant. Et ça se sent dans cet effectif qui a du... On prononce Descamps, d'accord, excusez-moi. Nantes a été plutôt bon dans l'absolu, mais c'est surtout, je pense, ce match qui a basculé parce que l'OM a été absolument nul collectivement. Nul collectivement. Il va falloir changer des choses parce qu'au final, Marseille a 8 points, donc c'est pas inquiétant. C'est pas inquiétant parce qu'ils auraient dû gagner ce match en vrai. C'est une erreur de parcours. Mais il y a quand même un problème collectif dans cette équipe de joueurs qui n'ont pas très très envie de jouer ensemble. Peut-être que ce 4-4-2 de Marcelino est quand même très très rigide. Très rigide, et j'ai l'impression qu'il sait toujours pas ce qu'il doit faire de son ailier gauche. On a vu tout, hein. On a vu Unai, on a vu le Soglo, on a vu la dernière fois Amin Sarr, qui a été désastreux. Là, c'est Joaquin Correa qui a pas été bon. Il y a quand même pas mal de points d'interrogation. Je vois beaucoup de Marseillais qui tombent sur la tête de leur coach. Et je peux les comprendre compte tenu de l'effectif qu'il a. L'effectif de Marseille est quand même hyper qualitatif. Ce 11 est quand même hyper qualitatif, la défense est sereine, c'est des joueurs d'expérience, c'est des joueurs solides. Le milieu de terrain, oui, c'est pas hyper flamboyant, c'est pas Busquets, c'est Iniesta, mais c'est quand même Rongier et Vertou, c'est des joueurs qui sont des valeurs sûres. Rongier a fait plutôt un bon match, j'ai trouvé d'ailleurs. Sarr, Correa, Aubameyang, Vitinha, Iliman Ndiaye, ce sont des joueurs qui ont quand même des grosses qualités. C'est probablement le 2e ou le 3e meilleur effectif de Ligue 1, et ça joue pas bien. Ça joue pas suffisamment bien pour une équipe qui doit normalement viser la Ligue des Champions, viser la qualif en Ligue des Champions, on s'est bien compris. Aujourd'hui, le niveau de jeu de l'Olympique de Marseille n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre, compte tenu de ça, et je suis pas certain de la capacité de Marcelino à faire jouer tout ça ensemble. Alors il y a des satisfactions quand même côté marseillais. Moi j'ai trouvé Vitinha brillant dans ce rôle d'espèce de Panzer bulldozer. J'ai trouvé Rongier précieux au milieu de terrain. J'ai trouvé la défense relativement sereine. Alors bon, ils se font trouer par Moses Simon, qui a un peu fait l'amour à tout le monde pendant toute la rencontre, et Moustapha Mohamed, qui est quand même un bon joueur aussi. L'effectif n'est pas fait pour jouer en 4-4-2. Oui, complètement. Je pense que le problème est là. Marcelino, c'est un coach qui est extrêmement rigide, qui veut absolument jouer en 4-4-2. Et en plus, c'est pas un 4-4-2 moderne. C'est un 4-4-2 vraiment bateau, et qui surtout ne veut pas jouer avec la possession. Et on voit bien que là, quand il se retrouve face à une équipe de Nantes qui est à 10 contre 11 et qu'il faut quand même jouer un peu à la baballe, c'est compliqué, Marcelino, c'est compliqué. Donc il va falloir qu'il se remette en question pour pouvoir faire de cet effectif quelque chose qui doit être au niveau, parce que la concurrence pour le top 4, pour le top 5, elle est quand même rude, même si vous allez le voir, il y a beaucoup d'équipes qui sont un peu à la traîne là-dessus. Moi, je suis déçu pour l'instant de ce que je vois de Marseille. Je suis un peu déçu, j'étais hypé par le recrutement, je me suis dit putain Marseille, il y a moyen que ce soit une équipe qui soit sympa à voir jouer, et je vois plutôt une bouillie individuelle qu'un truc collectif abouti. Donc on verra, hein, peut-être qu'il faut le temps que ça se mette en place, mais voilà, pour l'instant un peu décevant. Et du côté de Nantes, ça va dépendre de la capacité de Douglas Augusto et de Hudson à se mettre au niveau ou pas. J'ai beaucoup aimé Hudson.
Alors il va rendre fou, hein, parce que c'est un driblou quand même, Hudson. Hein. Mais c'était assez intéressant. Douglas Augusto au milieu de terrain, c'était intéressant également. Est-ce que ça suffira? Je sais pas. J'ai quand même le sentiment que derrière, c'est très faible. C'est très faible, même si pour le coup, Ronel Pierre-Gabriel a été plutôt pas mal en arrière latéral droit. Mais c'est faible, Nantes. C'est faible. On verra quand il aura intégré toutes les recrues, Pierre Aristouille. Mais ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Passer d'Igor à Marcelino, faut se mouiller la nuque. Oui, effectivement, faut se mouiller la nuque. Maintenant, voilà, quand même rassurant de la part de Nantes d'avoir un deuxième gardien qui tient bien la baraque, n'est-ce pas, l'Olympique Lyonnais? Pourtant, t'es deuxième de Ligue 1, mais tes adversaires sont moyens. Tout va bien au niveau comptable pour l'OM. Hein. Tout va bien. Et tout va bien parce que ça traîne sacrément derrière. La seule équipe qui est vraiment aboutie, en dehors du PSG évidemment, parce que ça compte pas le PSG, c'est Monaco. Et derrière, ça traîne la patte quand même. Il n'y a vraiment aucune équipe derrière Monaco et le PSG qui a un projet abouti. Et donc, c'est peut-être ça qui sauvera, entre guillemets, l'Olympique de Marseille. C'est que malgré ses errances collectives, l'Olympique de Marseille a quand même fait 8 points sur 12. Et c'est pas mal. Et ça peut difficilement être pire collectivement dans l'absolu. Giroto manque tellement. Oui. Oui, clairement. Ça manque de stabilité à l'arrière. Ça manque de stabilité derrière. Reims, oui, Reims aussi. On va en parler après. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que j'ai noté? Mbemba tout proche du 2-1. Ouais, il y a un truc qui m'intéresse, moi, dans ce... Alors, pour le coup, collectivement, c'était pas ouf. Et le seul moment où on a senti l'OM se dépasser un petit peu, c'est en toute fin de match, où Marseille a un peu appuyé sur l'accélérateur. Et ce qui a changé un petit peu, c'est quand on a eu un peu de flexibilité dans ce 4-4-2 et qu'on a vu Mbemba, on a vu Gigot s'aventurer jusqu'aux 30 mètres adverses. Il y a normalement une grosse frappe de Mbemba qui passe pas loin du tout. Et je pense que c'est ça qui manque à ce collectif-là, c'est le dépassement de fonction. C'est voir des latéraux qui montent peut-être un peu plus haut, voir des défenseurs centraux qui se surpassent un petit peu à leur simple fonction de défenseurs centraux. C'est éventuellement de voir quelques décrochages devant. Vitinha le fait très bien, mais Aubameyang c'était un peu mollasson. Ils ont joué que des pipes, l'OM sauf Reims, c'est normal. Ouais, bah, encore heureux. L'Olympique Lyonnais aussi a joué que des pipes. Hein. Et l'Olympique Lyonnais a 1 point. Donc à un moment donné, voilà. Merci Violardon pour le raid. Merci beaucoup pour le raid. Pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de débriefer les 9 matchs de cette journée de Ligue 1 et on vient de terminer plus ou moins ce qu'on avait à dire sur Nantes. Au niveau des joueurs à noter, j'ai pas noté de joueur marseillais qui a crevé l'écran. Peut-être à la limite Rongier qui a été plutôt bon. Mais sinon, côté nantais, pour notre prochaine équipe type, j'ai mis Descamps, j'ai mis Moses Simon et Douglas Augusto. Même si en vrai, à part Descamps, bon bah... c'était quand même pas ouf. Dernier sujet, quand même, 2 sujets à aborder avant de passer à autre chose. Je comprends pas pourquoi Unai ne joue pas dans cette équipe de Marseille. Je comprends pas. Je comprends pas. Unai, c'est un super joueur. Le premier match qu'il a fait, c'était un très bon match. Il a marqué d'ailleurs. C'est quoi le problème de Marcelino avec Unai? C'est quoi son problème? Expliquez-moi, parce que moi je suis pas supporter marseillais, je ne suis pas dans les arcanes de ce club-là. Est-ce que vous avez une explication rationnelle pour m'expliquer pourquoi Unai ne joue pas? Je comprends pas. Voilà, ça m'échappe parce que franchement, Correa, c'était pas bon. Même Aubameyang, c'était pas ouf dans l'absolu. Voilà. Et autre truc qu'on n'a pas abordé parce que j'avais oublié, l'envahissement de supporters, le supporter nantais. Là. C'est parce qu'il faut quand même se rendre compte, ceux qui ont raté le match, vous devriez pouvoir retrouver la séquence assez facilement sur les résumés de la LFP, même si je suis pas sûr qu'ils le montrent. À la 94e minute, il y a un supporter nantais qui est entré dans la surface, à mon avis il était à 12 grammes, hein, et qui a littéralement interrompu une contre-attaque de Nantes. C'est-à-dire que le mec est supporter nantais et il a peut-être saccagé la chance de victoire de son équipe. C'est du génie. C'est du génie absolu quand même. C'est-à-dire si vous voulez envahir le terrain, faites-le quand il y a l'adversaire qui attaque, j'en sais rien. Mais c'est cette espèce d'imbécile heureux, il est rentré sur le terrain alors que Moses Simon était sur le côté gauche. C'est un génie quand même. C'est un génie, donc bref... voilà, enfin bref. Socrate, soit un dictateur. Hein. Si tu vois des trucs chelous passés, tu peux ban. Hein. On parle de l'arrêt cardiaque d'un père de famille en tribune. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu des bagarres en tribune nantaise parce qu'un père de famille avait ramené son gamin et son gamin était supporter de l'OM. Un gamin, hein, avec un maillot de l'OM. Et visiblement, le père a fait un arrêt cardiaque en essayant de se défendre. Alors je sais pas où ça en est cette histoire. Hein. Je sais pas si c'est vérifié ou quoi que ce soit. Mais bon, encore une fois, les supporters de foot, voilà quoi. Je pense que c'est Mazou, tout simplement, l'invité surprise. Un gamin de 6 ans. Je comprends les supporters qui sont pas contents quand des gens viennent en tribune visiteur avec les couleurs de l'adversaire. Mais vous pouvez quand même foutre la paix aux gamins. Les gamins, ils ont 6 ans. Pour prendre la tête à un gamin parce qu'il a un maillot de l'OM, faut quand même être une grosse merde. Enfin, on va pas se mentir. La honte. Vraiment la honte. Hein. C'est vraiment plus compliqué que ça. Ça gère de responsabiliser les parents. Il y a un parquage pas pour rien. Arrêtez un petit peu, c'est un gamin. C'est un gamin. Les gamins, c'est des footix, les gamins. Ils sont pour rien. Ils choisissent de supporter Mbappé et l'OM en même temps. Laissez-les tranquilles. Donc après, je sais pas quel est le fin mot de l'histoire. Il n'y a pas eu d'article que j'ai vu dessus qui couvrait le truc là-dessus. Mais laissez les gamins kiffer leur club. C'est pas eux qui vont chanter pour le club, de toute façon.
Le père a provoqué la tribune noire sur le but. Bah, si le père est débile, le père est débile. Mais bon, c'est la honte pour les gamins quand même. Donc voilà, bon, après, c'est tristounet, un petit peu, tout ça. C'est un peu comme Ajaccio-Bordeaux. Oui, il y a des trucs qui doivent pas se passer, mais bon, les bagarres en tribune, flemme, quoi. On passe à Brest-Rennes, en parlant de trucs horribles. On passe à Brest-Rennes, un 0-0. Mais alors un 0-0 comme on l'aime, hein. Un bon gros 0-0 bien dégueulasse. Pas grand chose à dire sur les compos, si ce n'est que côté rennais, on avait le retour de Omari en défense centrale, qui aurait pu amener un peu de stabilité, ça n'a pas été le cas. Et du côté de Brest, on a un choix qui était peut-être pas le meilleur, c'était de mettre Martin Satriano dans cette purge. Pour le reste, pas trop de changements, on retrouvait la même armada à côté brestois avec Del Castillo dans un rôle presque de second attaquant, le Doiron sur le côté qui était plus Jérémy les pieds carrés aujourd'hui parce que ça a été quand même très mauvais de ce côté-là. C'était une énorme purge, Brest-Rennes. Je vous jure que Brest-Rennes, ça m'a donné envie d'arrêter le débrief Ligue 1. Je me suis dit putain mais Charlie, pourquoi tu t'infliges ça? C'est ton samedi là, il y a Starfield qui venait d'être installé, j'aurais pu tranquillement passer 2 joueurs à jouer à Starfield. Non, je me suis tapé Brest-Rennes. C'était horrible, franchement la honte. Et Rennes, il va falloir en parler quand même. Et je pense que là, il faut être un peu sérieux avec Rennes. Rennes, c'est une équipe qui, certes, vend beaucoup, donc on va pas leur dire qu'il dérégule le marché des transferts, mais Rennes a un bel effectif. Alors oui, Rennes, c'est un petit peu limite du côté de la défense centrale. Vous voyez que Truffert, Théâtre, Omari, Assignon, c'est extrêmement jeune, mais ça, on en avait déjà parlé. Mandanda, c'est peut-être un peu limite. Mais quand vous regardez le reste de l'effectif, vous avez Guiri, Calimendo, Blas, Bourigeaud, Matic, Lefebvre, vous avez Flavien Tay, vous avez Martin Terrier qui est de retour de blessure, vous avez Fabien Rieder qui est sur le banc, vous avez quand même un effectif qui est un effectif de top 3, et ce qu'on a vu de Rennes à Francis Leblay, c'est honteux. C'est absolument honteux. La prestation de Rennes, elle est scandaleuse. Ils sont à 0,27 XG sur la rencontre. C'est une catastrophe. À la mi-temps, ils étaient à 0,07. Ils n'avaient pas fait un seul tir cadré. C'est la honte quand même, hein. C'est vraiment la honte ce qu'a fait Rennes. Et moi, honnêtement, je trouve ça pas normal que tu sois Rennes avec les ambitions que tu as. Rennes, aujourd'hui, ça doit viser le top 3. Tu peux pas te satisfaire à Rennes de jouer la 4e ou la 5e place. Tu n'es plus un club à Rennes qui joue la 4e ou la 5e place. Tu es un club qui, par ses investissements et par ses ventes chaloupées, on va les appeler ça comme ça, parce que Rennes a fait des coups sur les marchés de transfert qui leur permettent d'avoir des ambitions et de recruter fort et bien, doit viser plus haut. Doit viser plus haut. Et le match de Rennes, il est complètement indigent, et c'est pas la première fois que Rennes à l'extérieur est aussi tristounet que ça. Moi, je trouve toujours Brest aussi intéressant. Et vous voyez, ça tord un peu le coup aux idées de « Oui, mais Laurent Blanc, il n'a pas un bon effectif ». L'effectif de Brest, il est pas bon, hein. Il est pas bon. C'est des joueurs globalement moyens. Mais c'est des joueurs qui poussent le maximum de leur capacité. Je suis désolé les gars, quand vous voyez un milieu de terrain, Mady Camara, Pierre Lesmelou et Hugo Magnetti, normalement vous me dites ça joue le maintien. Il n'empêche que ces 3 joueurs-là sont hyper intéressants dans l'animation. Et encore une fois, je me répète, mais j'aurais pas parié sur Éric Roy pour me faire kiffer le Stade brestois. Et il se débrouille très bien, et il y a des choses très intéressantes tactiquement, notamment sur le placement de Del Castillo, qui est un peu virevoltant, un espèce de second attaquant qui parfois va un peu prendre la largeur, parfois non. Vous avez des choses super intéressantes au niveau des 3 milieux de terrain qui se relayent un petit peu pour savoir qui va aller prendre la profondeur. Vous avez Mady Camara qui est censé être un pur 6, qui s'est retrouvé plein de fois dans la surface. Hugo Magnetti, c'est pareil. Vous avez des latéraux qui sont excellents. Kenny Lala et Brad Delocco, c'est vraiment très bon. C'est une équipe sereine quand même, Brest. C'est une équipe qui a des super bases collectives, alors que c'est des joueurs foncièrement moyens. C'est des bons petits joueurs de Ligue 1, et c'est pas des joueurs qui ont la prétention de jouer le première partie de tableau. Et pourtant, ce Brest-là, il est sympa à regarder, il est cool, il est intéressant tactiquement, et je pense qu'il va se maintenir sans trop de problèmes. Voilà. Et effectivement, Éric Roy mérite qu'on mette un peu des laines de noblesse par-dessus, parce que moi je me suis bien moqué d'Éric Roy quand il était consultant sur France Télé pendant la Coupe de France. Je me suis bien moqué du Stade brestois quand ils ont pris Éric Roy, parce qu'il n'avait pas forcément l'étoffe d'un super entraîneur. Force est de constater qu'il fait du super taf, Éric Roy. Voilà. Mandanda qui a 136 ans sur la photo. Mandanda, on en a parlé, mais le secteur défensif de Rennes, c'est pas suffisant. Mandanda, c'est pas suffisant. Omari, c'est pas suffisant. Assignon, c'est pas mal, mais c'est pas encore prêt. Truffert, c'est bien, mais c'est pas top. Théâtre, c'est pas mal, hein, quand même, voilà. Mais il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur. Et c'est dommage pour Rennes, parce que vous avez quand même un sacré paquet de cracks. Hein. Le petit Salah, il est fort. Doué, c'est plaisir. Vous avez quand même plein de belles choses dans cet effectif de Rennes, et ça doit faire mieux. Ça doit faire mieux. J'ai pas trop de doutes sur le fait que Rennes va réussir à s'en sortir, mais ça risque d'être compliqué avec l'enchaînement des matchs. Voilà, quoi. Doué, c'est quelque chose. Ah, Doué, ouais. Doué, c'est quelque chose. Et j'ai pas envie de dunker sur la gueule de Genesio, mais pour moi, c'est pas suffisant.
Donc peut-être que ça ira mieux avec le retour de Martin Terrier. Peut-être que ça ira mieux quand Fabien Rieder sera bien intégré. Peut-être que ça ira mieux quand on aura un peu plus de sérénité à l'arrière, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas suffisant. Sans Doku, il n'y a rien devant. Après, il faut pas oublier qu'il manque Martin Terrier. Martin Terrier, c'est une vraie recrue pour cette équipe. Blas et Gouiri sont carrément insuffisants. Je suis d'accord avec toi. Et après, j'ai un problème parce que Genesio fait la même chose que ce qu'il faisait à Lyon. Gouiri et Blas, ce ne sont pas des ailiers. Gouiri, ça n'a jamais été un ailier. Il a été mis sur l'aile, il a fait des bonnes saisons sur l'aile, mais ce n'est pas un ailier. Ludovic Blas, ce n'est pas un ailier non plus, ce sont des joueurs axiaux. Et quand on voit cette équipe de Rennes avec Doku, qui est un vrai ailier, qui amène du bordel, qui amène de la profondeur, là, ça manque, là. Là, vous n'avez pas de vrai ailier. Et c'est un vrai problème à Rennes. C'est un vrai problème. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans l'axe. Et c'est un vrai problème. Il n'y a plus de vrai ailier. Il n'y a vraiment plus de vrais ailiers à Rennes. Et c'est un vrai souci. Parce qu'ils ont vendu tous leurs ailiers. Ils ont vendu Souleymana, ils ont vendu Doku. Et du coup, il n'y a plus personne pour aller percuter, pour prendre la profondeur. Bourigeaud était fort à droite. C'est pas vraiment un ailier non plus, Bourigeaud. Moi, j'adore Bourigeaud. Hein. J'adore. Mais Bourigeaud, c'est pas un ailier. C'est un très très bon joueur d'appoint. C'est un bon milieu latéral, mais c'est pas un ailier. Je suis désolé. On a fini pour ce match entre Brest et Rennes. Pardon. Je lui ai mis une note, j'ai mis 2 sur 10. Voilà. Je vais vous montrer le carnet de Crackhead là. Il a marqué match caca, deuxième mi-temps atroce. Voilà, c'est un bon Rennes consternant en mou, exploit individuel FC. Voilà, bon, c'est la conclusion de tout ça. On enchaîne, Monaco-Lens, je tourne la page de mon carnet de Crackhead. Match très intéressant dans sa structure. Pourquoi? Parce que les 3 premières journées, on a dit de Lens qui faisait des bonnes premières périodes et qu'ensuite ça s'effondrait. Et bah cette fois, Lens s'est effondré extrêmement vite. Il y a eu 20 minutes de bon pressing côté lensois et après il n'y a plus rien eu. Et Lens m'inquiète énormément, je vous le dis. Hein. Lens, c'est très inquiétant. Lens, ça va jouer la Ligue des Champions, mais ils ont l'air fatigués. Ils sont fatigués, Lens. Ils sont vraiment très très fatigués. L'effectif de Lens, c'est limite. Alors il y a quand même pas mal de changements au coup d'envoi. Vous aviez Sotoka, le couteau suisse, qui a été placé en position d'arrière latéral droit. Vous aviez Spearings au milieu de terrain à la place de Andy Diouf. Vous aviez Aïdara aussi qui a pris la place de Machado, qui est finalement rentré à la mi-temps parce que ça se passait pas très bien. Et vous aviez Wai qui était titulaire. Ça a été indigent, Lens. C'est ce match-là, pour Monaco, c'est la copie conforme du match qu'ils avaient livré contre Strasbourg, un 3-0 également. C'est-à-dire que Monaco n'a pas été hyper impressionnant. Hein. Monaco a déroulé tranquillement sa partition, 2 buts sur coup de pied arrêté, 2 buts sur corner, donc doublé de passes décisives pour Caio Henrique qui va encore aller faire un petit tour dans l'équipe de la semaine. C'est serein, Monaco. C'est hyper serein. Il y avait quelques changements au coup d'envoi. Vous aviez Zakaria qui est reparti sur le banc au profit de Maripane, et c'est à peu près tout. Et c'est serein, c'est propre. Cet effectif-là, il est super propre. Mais Monaco a pas forcé dans ce match-là. Hein. Vous regardez les expected goals, qui sont quand même un bon indicateur. 0,91 Monaco. Ils ont vraiment pas forcé. Hein. Lens, 0,63. Et c'est trompeur, parce que Lens, ils ont mis tout dans... Ils ont fait 10 bonnes fins de match... 10 bonnes minutes en fin de match, Lens. Mais sinon, il y avait rien dans Lens. C'était un match désastreux de Lens. Ils se sont fait manger complètement. C'est vraiment le même match que contre Strasbourg. C'est la branlée tranquillou, 2 petits buts sur corner, un bon petit but bien aidé par le marquage dégueulasse de Lens. Je vous invite à voir le but de Golovin, parce que la passe de Minamino, c'est vraiment exceptionnel, et parce que l'alignement de la défense, Lens, ils sont fatigués. Ils sont pas au point physiquement. Alors peut-être que leur préparation a été axée sur le foncier, et que ça ira quand ils commenceront la Ligue des Champions, mais là je trouve qu'il y a un vrai problème physique dans cette équipe de Lens. Ils sont fatigués. Ils sont complètement fatigués. Et moi je suis inquiet, je suis vraiment inquiet parce que Lens là c'est 1 point si je dis pas de bêtises, c'est comme l'Olympique Lyonnais, ils doivent être 17ème, j'ai pas regardé le classement, mais ils doivent être 17ème, la Ligue des Champions arrive, ça peut être une saison totalement cauchemardesque pour Lens. Hein. Totalement cauchemardesque, il y a un E à la fin de Golovin, non c'est juste que c'est 2 écoles, les noms russes, vous les écrivez soit avec des E, soit sans E, faites ce que vous voulez. J'ai marqué panique constante à l'arrière à Lens, et c'est vrai que là, il y a un problème là. Pourtant, ça a été une défense qui était tellement bien l'an dernier, mais il y a un problème. Gradit dans sauf Medina, il y a un problème. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a plus Fofana, mais Fofana, c'était pas non plus le plus grand 6 de l'histoire. C'est Abdoul Samed, normalement, qui fait ce taf-là. Ça a été la panique à chaque attaque de Monaco, quand même. Chaque attaque. Donc voilà, Lens très, 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 très inquiet. Et Monaco, hyper convaincant. J'ai trouvé Wai particulièrement faible. Des appels qui n'étaient pas forcément intéressants, les rares occasions qu'il a eues, il les a foirées, il va falloir qu'il monte un petit peu en gamme, notre ami Wai. Et du côté de Monaco, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur Monaco. C'est vraiment une équipe qui est au point.
Et Monaco, on en avait déjà parlé lors des premières journées. Je vous ai dit attention, attention Monaco, l'effectif est très fort, ça a bien recruté, ça peut aller très loin. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette année, Monaco, donc ils sont full championnat. Ils vont se concentrer sur le championnat. Et ça va être la vignette de cette vidéo-là. Est-ce que Monaco aurait quand même pas une belle gueule de candidat au titre? Alors ma réponse à moi, c'est probablement que non, parce que le PSG m'a l'air quand même ultra, ultra, ultra fort. Mais attention, attention, ce Monaco, il est fort. Fofana Camara au milieu, c'est très solide. Les latéraux, c'est les meilleurs latéraux de Ligue 1. Alors que le chat est en train de faire ses minima olympiques au 3000 mètres steeple. J'essaye de pas être déconcentré. Et les trois de devant, là, et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de Minamino, les gars. Minamino, c'est le meilleur joueur du championnat. Je vous le dis. Alors si j'exagère, parce que c'est Mbappé le meilleur joueur du championnat. Mais Minamino, c'est une dinguerie, le niveau de Minamino. Parce que là, il joue milieu offensif, mais à la récup, il était là aussi. Hein. C'est un monstre, Minamino. Franchement, j'ai pris une claque dans la gueule, je me suis dit, c'est pas possible, on va pas encore le mettre dans l'équipe type. Il était MVP de la journée 2, il était dans l'équipe type de la journée 3, mais on va encore mettre Minamino, là. C'est un monstre. C'est monstrueux, Minamino. La passe pour Golovin sur le deuxième but, c'est exceptionnel. À la récupération, il est exceptionnel. Il y a des gestes de Minamino, c'est Champions League. C'est un joueur qui est très très haut, Minamino. Je sais pas où il va aller encore, mais c'est un génie, je vous le dis. Je sais pas ce qui s'est passé, parce que l'an dernier, c'était un pur cadavre. Donc si, on sait ce qui s'est passé, parce que c'est Hutter qui est revenu et qui a un peu chamboulé tout ça, et que je pense que c'est juste une question de confiance et d'adaptation. Mais Minamino, c'est un joueur Ligue des Champions. Un vrai joueur Ligue des Champions. Balogun a joué tissu. Non, Balogun est rentré. Son entrée était... J'ai pas trouvé l'entrée de Balogun incroyable. Je l'ai trouvé un peu brouillon. Mais il faut qu'ils se mettent en place. Je suis pas inquiet pour Balogun. Mais j'ai pas trouvé son entrée incroyable. Il y a un autre joueur que j'ai noté dans les joueurs à signaler. On a parlé de Minamino, on a parlé de Caio Henrique, parce que Caio Henrique, c'est un super tireur de coups de pied arrêtés. C'est Singo. Singo qui à la base n'est pas défenseur central. Il a été formé défenseur central, mais il a joué latéral pendant toute sa carrière. Et là, il joue dans un rôle un peu inhabituel pour lui, du coup, en tout cas qu'il n'a pas pratiqué depuis longtemps, dans ce rôle de défenseur central axe droit dans une défense à 3. Et Singo, 10 millions, c'est quand même pas cher payé, c'est du bon poulet. Hein. Il est bon le Singo. Hein. Il est bon à la relance, il est bon dans le domaine aérien, il est buteur. Et il y a un double sauvetage en fin de match sur la ligne, là, sur corner. Singo, c'est propre. Hein. C'est très très propre. Et cette défense centrale, vous avez quand même des mecs... quand vous avez un tireur de coups de pied arrêté comme Caio Henrique et que vous avez des mecs comme Maripane, d'ailleurs c'est ça qui me choque parce que Maripane, j'ai noté, hein, Maripane buteur à la 60e, Maripane il met 10 buts par saison de la tête. Enfin j'exagère mais vous avez compris, Maripane c'est le bug du corner sur Football Manager. Et bah sur le but que marque Maripane, il n'y a pas un mec de lance qui est en individuel sur lui. Enfin on le sait, vous avez Maripane titulaire, vous savez que chaque corner faut lui mettre 2 bonhommes dessus. Bon là tranquille, Maripane, point de penalty, tout seul, tranquille, bah bim, tête but, hein, voilà. Personne au marquage, tout le monde s'en fout. Il manque Salisu en défense. Ouais, il y a Danso qui glisse. Oui, d'accord, il y a Danso qui glisse. Mettez-moi un autre mec dessus, tant pis. Maripane, c'est un danger public sur les coups de pied arrêtés. Et dernier petit bémol, quand même, je trouve Cône pas très rassurant. Il a encore fait une saucisse. Voilà, Cône, je suis pas hyper fan de cette politique de recruter des gardiens qui sont des Neuer Eco Plus. Hein, mais bon, bref. Peut-être marge de progression, peut-être le gardien. Sinon, il y a Magassa pour qui... Ouais, complètement. Magassa, discretos, mais c'est serein, quoi. Elle est sereine, cette équipe de Monaco. C'est plaisir, hein, vraiment. Quand vous regardez Monaco, vous avez l'impression de voir jouer une équipe qui est européen. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes en ce moment dans le championnat qui ont un niveau européen. Monaco, ils ont un niveau européen. Ils sont sereins, collectivement. Ils ont des joueurs de grand talent. Et pour moi, ça peut jouer le titre avec le PSG si ça continue comme ça. Samba gueulait, personne n'écoutait. Oui, complètement. Samba, le pauvre, hein. Voilà, bon, pas grand chose à rajouter là-dessus. Si, Balogun. Parce que ça, faut qu'on en parle, ça. Balogun, entrée un peu timide. Balogun a pris un carton jaune pour une simulation. Qui fait encore des simulations en 2023 ? Il faut arrêter, ça suffit. Des simulations en 2023. Prendre un carton jaune pour simulation en 2023, ça devrait être une amende. C'est la honte, c'est une faute professionnelle. Donc Balogun, bon... moi j'adore le joueur, j'adorais le joueur à Reims et je suis persuadé qu'il va être très bon à Monaco parce que bon dans un collectif comme ça quand on s'appelle Falorin Balogun, bon easy quoi, mais faudra faire des entrées un peu moins catastrophiques, hein. Un peu moins catastrophiques. Voilà. Lens, on a fait le tour, mais Lens, grosse inquiétude quand même, hein. Il s'agirait quand même de pas se retrouver à jouer le maintien parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui jouent le maintien déjà. Voilà. Toulouse-Clermont. Oh, le niveau technique du match. Oh, le niveau technique de Toulouse-Clermont. Ouah, trop bien, 2-2. Non, mais le niveau technique. Oh, le niveau technique de ce match, c'est un match de Ligue 1,5. C'est vraiment un match de Ligue 1,5. Et Toulouse avait le match en main.
15 minutes de jeu. Clermont était catastrophique. Les 15 premières minutes de Clermont, c'est à mettre sous résine au musée du caca sur l'île de White, au large de Southampton. Hein. Parce que franchement, Clermont, au bout de 15 minutes de jeu, Clermont, je me dis, wow, Clermont, s'il pouvait être 20ème de Ligue 1, ce serait 20ème de Ligue 1. Et finalement, Toulouse a arrêté de jouer. Et puis Clermont s'est mis à jouer au football. Et finalement, ils arrachent un nul qui est totalement mérité. Totalement mérité. Toulouse, prestation scandaleuse de Toulouse. Scandaleuse. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a 15 minutes où ça y est, c'est bon, on a gagné le match. Et vraiment, il y a 60 minutes de Toulouse qui sont au niveau national. Absolument dégueulasse. Un scandale. Et le but qu'ils prennent, il est à l'image du match. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous recommande le but de Ogier. C'est un cafouillage absolument scandaleux dans la surface. On dirait l'école de foot. Mais l'école de foot à 5 ans. Hein. C'était nul. Vraiment, ce match, il était catastrophique. Il y a quand même pas grand-chose à sauver de ce match. Hein. Vraiment. Si, le but de Magri est plutôt joli. Je vous le recommande. Mais sinon, on est sur deux équipes qui sont pas du tout au point. Donc ça a donné un peu de folklore. Il y a des joueurs côté toulousain qui sont pas au niveau. En tout cas, qui sont pas encore au niveau. Le grand problème de Toulouse, et vous le voyez dans le 11 de départ, il y a eu beaucoup de changements dans le 11 de départ. Vous avez Gélabert qui n'était pas là au dernier match, Magri qui n'était pas là au dernier match, Sierro, Caceres. En fait, Toulouse, vous perdez Van den Bomen, vous perdez Spearings et vous perdez De Jagereux, qui n'était pas un crack mais qui faisait parfaitement le taf, et vous récupérez Caceres et Sierro. Sierro, il est nul. Hein. Oh. Alors je sais pas si c'est ce match-là où je le prends en grippe, mais Sierro, waouh. Gélabert, c'est sympa, mais c'est une brindille. Et je pense qu'il va avoir beaucoup de mal dans le championnat physiquement, même si là, il a fait un bon match, Sierro. Le seul vrai bon joueur de cette équipe qui reste, c'est Abouklal. Le reste, c'est limite. Il y a Guillaume Rest aussi. Guillaume Rest, c'est fort. Gélabert, c'est bien. Hein. Gélabert, c'est rigolo. Mais Gélabert, je pense que c'est un peu léger. Je pense que ça peut être une saison très compliquée pour Toulouse aussi. Vous allez dire, ouais, Charlie, tu dis ça de toutes les équipes. Mais là, voilà. Et côté Messin, vous avez perdu Vitesca, si je dis pas de bêtises, dans les dernières minutes du mercato. Il y a quelques joueurs à sauver. Hein. Seydou, c'est pas mal. Cham, j'ai bien aimé. Le reste, un Big 2023, Gonalon Gatien, c'est dur quand même. Hein. Vraiment, Toulouse-Clermont, ça donnait envie de regarder autre chose. Ça donnait envie de regarder la MotoGP, quoi. Messin, pardon, excusez-moi, j'ai dit Clermontois. Je suis fatigué, les gars, je suis fatigué, pas désolé. Je jure que Zakaria est pas si bon que ça. Lequel de Zakaria? Abouklal, il est en sur-régime. Mais ça reste un bon joueur. Qu'est-ce que j'ai noté? Si, il y avait un autre truc qui m'a beaucoup amusé. Bon, déjà, Toulouse a chaté de ouf. Je crois qu'ils ont pris 2 poteaux. En vrai, Toulouse aurait mérité de perdre ce match. On va pas se mentir. Clermont méritait de le gagner. Tant Toulouse a été indigent toute la seconde période. J'ai encore inversé. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est la couleur de Metz, donc ça me dérange. Le flocage, c'est anecdotique. Hein. Mais le flocage avec les départements, là. Qui a eu cette idée? Qui est la personne à la com de la région Occitanie qui s'est dit « Waouh, j'ai eu une super idée. Merci pour le raid, Lotif. J'ai une super idée. On va mettre des flocages de villes et de départements sur les joueurs de Toulouse. » C'est-à-dire que Abouklal, il avait un flocage Gers. Guillaume Rest, il avait un flocage Haute-Garonne. C'est ridicule complet. Complètement ridicule, vraiment. Il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là, et surtout, il y a des gens qui ont validé, et la Ligue a autorisé ça. Je sais pas à quoi c'est censé servir, mais t'as pas une photo? Non, j'ai pas pris de photo, je suis désolé. Mais je vous invite à aller regarder. Ils avaient tous des noms genre Haute-Garonne, Saint-Gaudens, Gers. C'était assez rigolo. Honnêtement. La commentatrice Amazon était très gênante. Je me souviens pas de ça. Ah non, je peux pas. J'ai pas de photo. J'ai pas pris de photo du match, mais vous allez pouvoir en trouver, je pense. La Ligue a dit ouais, la Ligue a dit oui. Ouais, c'était très rigolo. Voilà, bon, c'est peut-être le seul truc intéressant de ce match. Si j'ai noté quand même, faut que vous voyez. Faut que vous alliez voir quand ce sera disponible le but de Abouklal et que vous regardiez le placement de Mehdi Zéphane sur la combinaison sur coup franc. C'est super rigolo, voilà. C'est très très rigolo. Seydou, candidat pour l'équipe type. Bon joueur quand même. Très bon joueur. Très bon joueur, c'est le seul qui surnage dans la défense. Voilà, on passe au match du multiplex. Alors on va commencer par le moins intéressant, qui était Lille-Montpellier. Lille qui est passé tout proche de la clim quand même. Hein. Match dominé par Lille, mais ça c'est des matchs du multiplex. Donc si vous avez vu les matchs, je vous invite à amener un petit peu de votre science, parce que j'ai pas vu les matchs dans leur intégralité. La seule chose que j'ai vue, c'est que la première mi-temps de Montpellier était vraiment cataclysmique. Et c'est toujours pareil, moi c'est ce que j'appelle une olympique lyonnite aiguë. Ça a frappé Strasbourg aussi. Montpellier, en fait, ils ont cru que c'est bon, ils jouaient bien au foot parce qu'ils ont battu l'Olympique lyonnais. Mais en fait, non, c'est pas une équipe aboutie, Montpellier.
C'est vraiment pas abouti. Il y a vraiment pas grand-chose. Il y a eu un gros caca-culotte de Lille dans le dernier quart d'heure. Ils ont pris un but qui a été annulé pour hors-jeu, d'ailleurs bien annulé. Ils auraient pu reprendre un but derrière. Lille, c'est un petit peu indigent aussi. Hein. Parce que vous avez un pauvre but du côté de Lille qui est ce coup franc d'Yazidzi à la deuxième minute. C'est un coup franc enroulé, un peu excentré, sur lequel le gardien fait n'importe quoi, hein, pas se mentir. Montpellier, c'est un peu faible. Alors, on s'est un peu paluché quand ils ont tarté la gueule de l'OL, mais c'est un peu faible quand même. On peut en mettre 3 en première mi-temps, mais c'est toujours... Ouais, gros souci dans les 30 derniers mètres. Et c'est con, parce que vous avez des bons joueurs quand même dans cette équipe de Lille, mais ça manque un peu de calcium quand même. Ça manque un petit peu de calcium. Heureusement pour Lille que vous avez Lucas Chevalier qui sort un gros match, je crois qu'il fait 5 arrêts. C'est un peu indigent, Lille. C'est un peu indigent, et c'était un match de merde, de manière générale. Ils s'en sortent bien, Lille. Alors, j'ai découvert que Ivan Cavallero jouait à Lille. J'ai complètement zappé ce transfert-là. J'ai jamais trop aimé Ivan Cavallero. Pour ceux qui ont vu l'entrée en jeu de... Comment il s'appelle le petit là? Ah, le petit Islandais là. Ah merde. Haraldsson. Est-ce que Haraldsson c'est encore un peu fatigato ou pas? Parce que j'ai pas vu moi, du coup j'ai juste vu qu'il était rentré en jeu, mais c'est tout. Ouais, Haraldsson. Parce que sur les 3 premières journées c'était un peu faiblard. Chevalier fait son taf, mais c'est son rôle. Oui, bien sûr, mais bon, vous regardez Anthony Lopez, bref. C'est encore un peu moyen, ouais, c'est malheureusement encore un peu moyen. On passe vite hein, sur l'île Montpellier, c'était pas très intéressant. C'est pas vraiment un match rassurant pour Lille. Mais bon. Le duo Cavallero-Elder Costa à Monaco, oh, c'était des sacrés pastèques à l'époque. Hein. C'était des sacrés pastèques. Il est rentré en tant qu'axial, c'était un peu mieux. Ouais. Deuxième match de ce multiplex, pour le coup, assez intéressant dans sa structure également, c'est Le Havre-Lorient, où on avait du coup de nouveau cette disposition un peu particulière, puisque Le Havre avait commencé la saison à 5 derrière, et on pourrait croire qu'ils sont toujours à 5 derrière, puisque Loïc Nego est titulaire, et Loïc Nego se retrouve ailier. Alors je vous avoue que l'idée de mettre Loïc Nego ailier, pourquoi pas. Et Loïc Nego est vachement bon, voilà, il est vachement bon en ailier. Je vous recommande le but de Kouziaev, parce que la remise de Nego est dingue, c'est une contre-attaque qui vient d'une perte de balle de, je crois que c'est Ponceau, mais je veux pas dire de bêtises, au milieu de terrain, où Kouziaev donne à Nego face au but, et n'importe quel attaquant aurait tiré, et Nego la remet à Kouziaev. Et pourquoi dans les messages épinglés ça parle de Mbappé dans le chat? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. On peut enlever ce message-là, ouais. Lorient inquiétant. Ouais, Lorient très inquiétant. Match totalement dominé par Le Havre. Il y a quand même... Le Havre, l'effectif est léger, on va pas se mentir. Mais il y a quand même des bons joueurs. Opéry, c'est un super joueur. Alioui, c'est un bon joueur. Kouziaev, c'est vraiment une belle trouvaille. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup au Havre, c'est Keshta. Keshta, il a un flow, il a un vrai flow, il a un vrai toucher de balle. C'est vraiment petit coup de cœur de ce début de saison, c'est Keshta. Je le trouve soyeux, joueur soyeux. Et cet effectif du Havre, il est quand même très cohérent. Vous avez un bon gardien, vous avez une défense centrale qui est sereine, vous avez des milieux de terrain qui sont propres, et vous avez peut-être un tout petit déficit en attaque, mais Ali, oui, c'est pas mal. C'est une équipe très séduisante, le Havre. Et je leur souhaite sincèrement de se maintenir, parce que c'est une équipe qui fait du bien, parce que c'est un promu qui n'a pas un effectif de Ligue 1, mais qui joue quand même au football, qui tente de jouer au football. Et ça, c'est cool. Mate-moi cette entrée d'Antoine Joujou. Ouais, Joujou, belle entrée. Puis un nom incroyable. Antoine Joujou, c'est un nom incroyable. Et maintenant, effectivement, il y a Bayo qui a signé, qui est rentré en jeu, mais qui sera probablement titulaire sur les prochains matchs. C'est très intéressant, le Havre. La passe des Joujou, elle est cool. Il y a plein de petits bons joueurs. Kouziaev, c'est super bon. Keshta, c'est super bon. Nego, c'est hyper fiable. Opéry, c'est vraiment un très bon latéral. Ça s'est centré, c'est suffisamment rare pour être signalé. Et pour dire un petit mot de Lorient, Lorient, très décevant. C'était la même équipe que lors de la branlée contre Lille la semaine dernière. Et il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout dans cette équipe de Lorient. Très décevant. Pourtant, quand même un sacré paquet de petits joueurs sympas. Bergel, c'est solide. Romain Fèvre, c'est solide. Formose Mendy, c'est solide. Mais là, Lorient, le trou noir. Trou noir complet, 0,58 XG. Donc vraiment, j'ai rien noté, moi, sur Lorient. Vraiment. J'ai rien noté. Pablo Pagis, oui, pas suffisant. Oui, OL Le Havre, ça va être dur. Hein. Ça va être très dur. Donc voilà, Le Havre qui prend un petit peu de hauteur, comme nous dit l'équipe, et qui se donne un petit peu d'air au classement, puisque vous allez voir, on va faire un petit tour sur le classement, voir que Le Havre est désormais 10e avec 5 points, ça leur donne un peu d'air. On n'a pas regardé le classement, c'est vrai qu'on aurait dû le faire. Monaco en tête, 10 points sur 12. Je vous rappelle que les seuls points perdus par Monaco, c'est un miracle de Nantes qui s'en sort miraculeusement. Donc Monaco, équipe totalement aboutie. Paris qui, après ses 2 matchs nuls inauguraux, est 2e. Et Marseille qui, franchement, est en sur-régime par rapport au niveau affiché. On continue. Metz-Reims, petite déception côté rémois.
Mais finalement, c'est un match nul qui est plutôt mérité, et même Metz qui méritait peut-être un peu plus que ça. On a pas mal critiqué Metz depuis la perte de Maziz et Mikotadze, mais il se trouve qu'il y a quand même des bons petits joueurs. Jalot, j'avais oublié Jalot alors qu'il nous a tarté la saison précédente, c'est un bon petit joueur, hein. Et ouais, des sacrés bangers, hein. Vraiment, je vous recommande les 4 buts de ce match, parce que vous en avez 3 qui sont vraiment top. Diakité, superbe but. Teddy Thomas, Teddy Thomas, royal, voilà. C'est la meilleure recrue de la saison, Teddy Thomas. Talo, incroyable. Jallo, pardon, incroyable but. C'était un match très plaisant, et je suis un peu triste qu'il nous ait pas mis ce match-là à 13h à la place de l'infâme Toulouse-Clermont. Parce que, voilà, comme d'habitude, Reims, pas parfait sur ce match-là, mais quand même, il y a des faiblesses. Il y a eu le côté gauche de la défense de Reims est faible. Vous avez Wilson Esbrand qui était nul, qui a été remplacé par De Smet, qui n'est pas terrible. Vous avez un petit match de Darami, même s'il est passeur décisif. Un petit match du milieu de terrain, Mounetsi, pas forcément incroyable. Sabali côté Messin, c'est propre, hein. Vous avez des joueurs Candé, c'est propre. Sabali, c'est propre. Et Jalot, qui à mon avis va être titulaire, hein. Incessamment, clairement bien joué, t'abuses un peu. Esbrand est à chier. Ah, Esbrand, il est pas bon, ouais. On a déjà dit, hein. On a déjà dit qu'Asbrand n'était pas bon, hein. Mais ouais, si vous devez regarder un résumé de match ce week-end, c'est celui-là. Parce qu'il y avait que des bangers, que des buts de ouf. Reims, bah écoutez, Reims c'est propre quand même, hein. C'est quand même sacrément propre collectivement. Alors là, ils sont un peu fait prendre à revers par une équipe de Metz qui était beaucoup plus fringante que ce que j'aurais pensé. Diakité, je sais pas quoi en penser. Bah moi non plus, je sais pas quoi en penser à Diakité parce qu'il est buteur, mais il fait pas un bon match. Il est pas bon, Diakité, malgré son but. Azoro, il était dans la série Netflix sur Sunderland. Ah putain, oui, c'est vrai. J'avais complètement zappé, je me disais que ça me disait quelque chose. Donc voilà, il y a encore quelques trucs à ajuster du côté de Reims, mais je suis pas hyper inquiet quand même. Oudol, bon joueur. Il y a des valeurs sûres. Maintenant, est-ce que ce sera pas un peu léger? J'ai beaucoup aimé le match de Lamine Camara. À voir si on le met dans l'équipe type, parce qu'il y a quand même beaucoup de prétendants, mais j'ai beaucoup aimé le match de Lamine Camara. Voilà pour ce multiplex. On enchaîne avec Nice-Strasbourg. Et là, il y a beaucoup de choses à dire, Nice-Strasbourg. Il y a beaucoup de choses à dire. Match à sens unique complet, Nice-Strasbourg. Très beau but de Youssef Attal, pied faible, la classique. Puis un but de Terem Moffi à la 75e. Il y a eu pas mal de poteaux aussi pour Nice qui a roulé sur Strasbourg. Strasbourg a fait le même match que contre Monaco. C'est-à-dire qu'ils ont pris une branlée, puis ils se sont regardés prendre une branlée, et ils n'ont rien changé. Le coaching de Vieira est scandaleux, l'attitude des joueurs est scandaleux, enfin, c'est nul. C'est nul à chier. Strasbourg, c'est nul. C'est pourrave. Et je sais pas comment ils ont réussi à gagner contre Toulouse 2-0, parce que j'ai pas vu le match, c'est dans le multiplex, donc je l'ai pas bien vu. Mais la prestation de Strasbourg contre Nice, c'est une des pires prestations que j'ai vues en Ligue 1 cette saison, et je suis supporter lyonnais quand même, hein. Il y avait une double muraille en 5-4-1 infâme, jamais, à aucun moment, ils ont essayé de jouer au foot. Mais vraiment, aucun moment, même à 0-1, ils n'ont pas essayé de jouer au foot. Donc Nice a déroulé tranquille, ça aurait pu faire 4-0. Hein. Ça aurait pu faire 4-0. Hein. C'est vraiment naze. Hein. C'est vraiment naze complet. Et moi, je commence à en avoir un peu ras-le-bol de Patrick Vieira. Patrick Vieira, c'est une fraude. Patrick Vieira, il était nul à New York. Patrick Vieira, il était nul à Nice. Les supporters niçois vous en parleront. Il était nul à Crystal Palace. Il a fait 6 bons mois, puis après, c'est devenu de la merde. Et à Strasbourg, il est encore nul. Mais comment ça se fait qu'il ait une street cred comme ça, Patrick Vieira? Il a jamais bien fait jouer ses équipes. Je veux dire, le mec, il a entraîné Nice, le Nice d'Ineos, qui recrutait tout le monde. Hein. Crystal Palace, qui a quand même des moyens. Et maintenant, il se retrouve à Strasbourg, qui a dépensé du pognon sur des joueurs, et qui est nul. Vieira, c'est un désastre. C'est un désastre. Vraiment. Et je suis inquiet pour Strasbourg. Je suis inquiet parce qu'en plus, ils ont perdu Bellegarde. Alors là, pour le coup, c'est pas la faute de Patrick Vieira. Mais vendre Bellegarde dans les dernières heures du mercato, alors que c'est très clairement ton meilleur joueur, ça, c'est peut-être pas l'idée du siècle non plus. Les recrues de Strasbourg, je suis désolé pour Jessie Deminguet. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'il y ait des gens à Strasbourg qui se disent on va prendre Jessie Deminguet. Jessie Deminguet, il était déjà très moyen à Caen. Hein. Et bah forcément, en Ligue 1, il est encore plus moyen. Le Silla, là, en défense centrale, alors on va pas l'enterrer, parce qu'il vient d'un championnat étranger, il y a peut-être un temps d'adaptation, mais Strasbourg a calé 20 millions sur Silla. 20 millions Strasbourg Silla, il est calamiteux. Hein. Il y a un geste, à un moment donné, il essaye de faire contrôle, double contact dans sa surface, il s'écroule et ça fait corner. Bon, bah écoutez... On n'oubliera pas de Jessie, on n'oubliera pas. Mais Jessie Dominguez, c'est compliqué quand même. Hein. Vous avez des joueurs qui sont censés être bons. Doucouré, c'est censé être pas mal. Lucas Perrin, c'est pas dégueulasse. Niamsi, c'est pas censé être dégueulasse. Même les latéraux sont pas dégueulasses. Delaine et Gilbert, c'est pas censé être dégueulasse. Mais, waouh. Si là, effectivement, il y a quelques fils qui se touchent, quoi. Morgan Sanson est infect. Ouais, vous êtes dur quand même avec Morgan Sanson. Il vient de Bruges, ouais. 20 millions.
C'est énorme. Et même Emega, faut que ça se mette en route quand même, hein, à un moment donné. Hein. Il faut que ça se mette en route, nos amis de Strasbourg, parce que c'est inquiétant. Là, c'est une des équipes les moins intéressantes de Ligue 1 pour l'instant. Donc je sais pas, moi je pense que ça ira mieux quand Patrick Vieira sera allé ailleurs jouer au golf avec notre ami Laurent Blanc, mais c'est très inquiétant pour l'instant. Et l'OL a quand même perdu contre Strasbourg. Bah oui, bien sûr, mais c'est comme Montpellier, c'est à un moment donné, si vous êtes une équipe et que vous jouez mal au foot, vous allez gagner contre l'Olympique Lyonnais. Alors que Nice, pour le coup, parce qu'il faut quand même parler de Nice, vous avez un coach qui est jeune, qui essaye d'avoir des principes de jeu, qui est un disciple de De Zerbi, il y a des choses intéressantes à Nice quand même, hein. Alors c'est par bribes, c'est par moments, c'est pas encore abouti. On l'a vu contre Lyon, ça a posé problème parce que ça voulait trop jouer au football face à une équipe qui voulait pas jouer au football. Mais il y a des choses intéressantes dans cette équipe de Nice, il y a des principes de jeu qui sont intéressants, les buts sont hyper intéressants. Je vous invite à voir celui de Terem Moffi qui part de très très loin, c'est une passe décisive de Todibo. Il y a des choses qui sont très très intéressantes du côté de Nice. C'est des bonnes intentions, un beau pressing, un petit peu d'imprécision dans la dernière passe. Un petit peu. Mais voilà, je pense que Nice, ça prend le bon chemin. C'est pas encore abouti, mais ça prend le bon chemin. Et c'est là que vous voyez qu'il y a quand même des coachs qui travaillent un petit peu. Et que c'est peut-être la différence aujourd'hui entre les bonnes et les mauvaises équipes de Ligue 1, c'est qu'on voit tout de suite les coachs qui taffent. Et je pense que Farioli, c'est un coach qui charbonne, alors que Patrick Vieira, ça doit pas être un coach qui bosse. C'est pas possible. Merci, tempête de fromage pour le prime. Attal sans blessure, c'est incroyable. Alors on va prier pour lui, pour que ça tienne. Parce que c'est vrai que Youssef Attal, il met une pointe à tous les autres latéraux de Ligue 1. C'est un bonheur ce joueur quand il est sur ses pieds. On a eu très peur d'ailleurs parce qu'il marque le but et ensuite il boite. On se dit oh putain non c'est pas possible, pas encore. Mais Youssef Attal, waouh. Et dernier point là-dessus, bravo à Farioli d'avoir réussi à faire de Melvin Barr un bon arrière gauche parce que putain les dernières saisons de Melvin Barr là, c'était très 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 laborieux et là Melvin Barr son début de saison il est admirable. Absolument admirable. Donc voilà, on va espérer pour Nice que ça s'améliore un petit peu dans le dernier tiers et ça peut être une vraie bonne équipe de Ligue 1. Bon, on termine par le folklore. On en a parlé tout à l'heure. Dernier match de cette journée de Ligue 1, Lyon-PSG. Et on attendait tous une branlée, on l'a eu. On a eu notre branlée, on a eu notre belle branlée. 4-0 pour le Paris Saint-Germain avant la réduction du score quasiment anecdotique de Corentin Tolisso sur penalty. D'ailleurs, on n'a pas trop compris pourquoi c'était Corentin Tolisso qui tirait le penalty. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce match ? Si ça vous intéresse de m'entendre pleurer pendant une demi-heure, vous avez le débrief spécifique Olympique Lyonnais qui sera retrouvé dans le lien en description de cette chaîne, de cette vidéo, pardon. Et vous aurez normalement là où il y a mon doigt, un petit truc pour aller le voir. Bah, l'Olympique Lyonnais est la pire équipe de Ligue 1, les amis. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a deux choses importantes à savoir dans cette rencontre. La première, c'est que Lyon est absolument désastreux. La défense de Lyon est une honte. Laurent Blanc est une honte. Et on va tout droit dans le mur. Et au moment où je vous parle, Laurent Blanc n'est toujours pas viré. Et c'est un miracle de ne pas être viré. Parce que je pense que si Laurent Blanc voulait se faire virer exprès, il ne pourrait pas faire pire que ça. Et du côté du Paris Saint-Germain, parce qu'il faut quand même en parler, on est sur une équipe qui joue dans un fauteuil, en pantoufles, ils sont tranquilles, il y a un sens collectif. C'est la première fois depuis des années, et des années, que j'ai le sentiment de voir une équipe du PSG qui est contente d'être sur le terrain. Quand vous aviez Neymar et Messi, vous avez l'impression que ça les faisait chier de jouer, que leurs coéquipiers, ça les faisait chier de jouer avec eux. Là, vous avez une équipe qui prend du plaisir. Et du coup, elle est vachement cool à voir jouer, cette équipe du Paris Saint-Germain. Vous avez des joueurs qui se donnent à fond, vous avez un sens collectif, vous avez il y a du jeu, il y a du fun, quoi. C'est cool de voir ce PSG. C'est agréable. Combien de fois, les années précédentes, on regardait le PSG le dimanche soir, là, et on avait envie de se foutre en l'air tellement c'était chiant comme la mort, et ça attendait juste un folklore de Mbappé, et c'est tout. C'est sympa, le PSG. Il y a quand même des bons joueurs là-dedans. Alors, petit bémol sur la défense, parce que la défense n'a pas été bonne. Malgré le 4-1, ils se sont fait tournebouler toute la rencontre, la moindre attaque lyonnaise passée au travers. Skriniar, c'est pas bon. Faut le dire comme ça l'est, Skriniar, c'est pas bon. Mais là, le début de saison du PSG est vachement intéressant. Vachement intéressant, et si même Hakimi se met à marquer des buts alors qu'il a été désastreux sur le début de la saison, c'est vachement intéressant. Bon, Mbappé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Mbappé, il est dégoûtant, Mbappé. Il est trop fort, il m'énerve, c'est un scandale. Ça aurait pu être... la conclusion de ce match, c'est que ça aurait pu être un drame. Ça aurait pu être 7-0, ça aurait pu être 8-0. Et je remercie, au nom des supporters lyonnais, je remercie les Parisiens d'avoir levé le pied en seconde période, parce que là, c'était une boucherie. La première période de Paris est une boucherie. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire du côté de Lyon ? Quand vous regardez la compo de Lyon, voilà. Diomandé Kaletatsar. Attendez, j'ai la soundbox. Diomandé Kaletatsar. Tolisso Maitland Lines. Kadewere en pointe. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Alors, il y a des points positifs côté lyonnais. Ernest Nuama, ça a l'air d'être un excellent joueur de foot. Ryan Cherki, c'est un très bon joueur de football. L'entrée de Mama Baldé est intéressante. Mais voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à dire. Donc ça chauffe très fort à Lyon, c'est l'incendie. Laurent Blanc va peut-être être démis de ses fonctions. Les supporters, les Bad Gones ont mis très fortement la pression sur les joueurs. C'est peut-être le début de saison, côté lyonnais. Peut-être qu'on va repartir de zéro, avec un nouveau coach, avec un nouvel état d'esprit, avec des nouvelles directives. Peut-être que ces 4 matchs seront à oublier et qu'on va repartir de zéro. Mais pour l'instant, c'est très inquiétant. L'Olympique Lyonnais est dernier de Ligue 1. Dernier de Ligue 1. Et c'est pas volé, c'est pas un malentendu. Donc il va falloir changer beaucoup de choses. Et pour finir sur le Paris Saint-Germain, bah moi je suis séduit par cette équipe. On verra combien de temps ça tient. J'ai même été séduit par l'entrée de Barcola. Pareil que Diomandé, fallait le mettre à gauche pour la concentration. Blanc le met à droite. Bon, bah ça, je m'inquiète pas pour Lyon. Bah, vous savez quoi, moi non plus, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas parce que dans toute cette dépression, il y a des choses qui me rassurent. Je pense sincèrement que tu peux pas descendre en ayant une attaque Cherki, Baldé, Lacazette, Nuama. C'est des joueurs de très grande qualité dans leur ensemble. Et si t'es pas capable, n'importe quel coach, de jouer au foot avec ces mecs-là, c'est pas grave d'être nul en défense. Alors oui, l'Olympique Lyonnais jouera pas le top 6, normalement. Mais il y a des choses rassurantes dans l'animation offensive. Maintenant, le milieu de terrain, il est désastreux. Corentin Tolisso, c'est une catastrophe. Kaleta Tsar, il est nullissime. Et Anthony Lopez, c'est toujours pas rassurant. Donc voilà, j'ai l'espoir, moi, que l'Olympique Lyonnais reparte sur des bases saines pendant cette trêve internationale. Mais je suis pas sûr que ce soit le cas parce que le folklore de l'Olympique Lyonnais, on a encore eu plein d'interviews de Wallace. Je vous renvoie là-dessus, pareil, aux vidéos de la chaîne sur le sujet. Ça risque de pas être terminé encore. Merci Jess pour le prime. Maitland Niles, oui, fantôme. Du côté de Paris, bah, il faut qu'on parle de Ougarté. Il faut qu'on parle de Ougarté parce que c'est de la triche, Ougarté. C'est pas possible d'être aussi fort. C'est un malade, Ougarté. Comment c'est possible de presser comme ça tout le temps et aussi bien? Ougarté, je pense que c'est la recrue du siècle pour Paris. Parce que ça fait des années et des années et des années que le Paris Saint-Germain cherche son Thiago Motta junior. Ils ont passé 10 ans quasiment. Alors Thiago Motta n'est pas parti il y a 10 ans, mais vous avez compris. Depuis que Thiago Motta est parti de Paris, Paris cherche à avoir un joueur comme ça. On a eu des mecs qui étaient des pétards mouillés. On a eu Danilo qui est quand même pas mauvais mais qui est pas à ce stade-là. On a eu Idrissa Gueye qui a été un pétard mouillé. Et là, ça y est, ils l'ont, leur petit joueur un peu vicieux là, le charbonneur du milieu de terrain. C'est un monstre. C'est un monstre, Ougarté. Alors oui, effectivement, attention à pas trop s'emballer sur le Paris Saint-Germain, parce que c'est le début de saison, parce que la Ligue des Champions va arriver, et on sait pas, peut-être qu'ils vont complètement flop à partir du moment où il va falloir affronter des vraies équipes, parce que c'est vrai que le niveau global de cette Ligue 1, il est relativement faible. Peut-être que quand il va falloir affronter Monaco, ça va pas être la même tambouille. Mais pour l'instant, ce Paris Saint-Germain, il est super intéressant. Voilà. Quoi, t'aimes pas Benjamin Stambouli et Krychowiak? Vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur ce match? Bah, pas grand chose de plus. Mais moi je suis séduit par ce Paris Saint-Germain. Voilà. Petit point classement. On l'a déjà fait tout à l'heure, mais on va refaire un petit point classement. Monaco en tête, équipe la plus sereine de ce début de championnat devant Paris. Marseille peut-être un peu en trompe-l'œil avec ses 8 points. Reims 4e. Et je pense que c'est la place qu'ils doivent viser. Brest toujours aussi bien qu'à 5e place avec 7 points. Derrière, on a un tir groupé. De toute façon, les écarts ne sont pas encore faits. Avec pas mal d'équipes qui se tiennent. Et si on va un peu plus bas, on voit déjà Nantes et Clermont qu'on avait annoncé dans les bagages pour aller en Ligue 2 qui sont déjà en grande difficulté. Et Lens et Lyon qui sont clairement pas à leur place. Pour l'instant, on s'en fout un peu du classement. On n'est qu'à 4 matchs, effectivement. Mais bon, on est déjà à -7 et -6 pour lancer Lyon. C'est pas des résultats qui sont anodins. Et l'alerte rouge est déclenchée quand même. Voilà. Journée suivante. Du côté de la journée numéro 5. Ce sera dans 2 semaines. Et je vais pas pouvoir vous écrire par-dessus. Le Paris Saint-Germain qui accueillera l'OGC Nice. Rennes qui accueillera le LOSC. Lens qui affrontera le FC Metz en Ligue 2. J'ai dit en Ligue 2 ? Je suis fatigué quand même. Lorient-Monaco, ça devrait être une formalité. Clermont contre Nantes. Reims-Brest. Strasbourg-Montpellier. Marseille-Toulouse. Et on aura en prime time l'Olympique Lyonnais contre Le Havre. Alors là, j'ai un peu foiré mon bordel parce que je voulais pas faire ça. Faut que je le fasse plus proprement. Vous allez voir, on va pouvoir faire ça ensemble normalement. Fatigué au prémonitoire, probablement prémonitoire. Il n'y a que moi qui ai trouvé pas mal Maitland Niles. J'ai trouvé moyennasse. C'est encore en prime time, oui. Ça vient d'être programmé. Lyon-Le Havre en prime time, il faut quand même beaucoup aimer le caca. Les pronos,
Combien vous mettez Paris Saint-Germain-Nice? Je suis désolé, je me suis un peu foiré. Mais attendez, non, je dois avoir une solution. 3-0, Paris-Nice. 5-0, 4-0, 3-1. Soyez pas trop ambitieux là-dessus. Hein. Attendez 2 secondes. On va pouvoir rajouter les scores normalement. Hop. On met quoi? Moi, je vois bien un petit 3-1 quand même. On va mettre 3-1. On va mettre 3-1. Hop, est-ce que ça marche si je fais ça? Waouh, putain, le futur, quoi. Rennes, Lille. Rennes est à domicile, donc ça devrait être moins catastrophique que d'habitude. Combien on met Rennes-Lille? 2-0, 2-2. Vous voulez mettre 2-2? Allez, 2-2. Ok. Lens-Metz. Attention, Lens-Metz, c'est un match qui sent le souffle déjà. Hein. C'est déjà un match qui sent le souffle. Hein. 1 partout, 3-0. 3-0, vous êtes ambitieux quand même. N'oubliez pas qu'il va y avoir la Ligue des Champions derrière. Hein. Ce sera un match avant la Ligue des Champions. Donc attention à Lens. Hein. Attention. Hein. Moi, j'ai envie d'être joueur et j'ai envie de mettre 0-1. J'ai envie de mettre 0-1. Attention à Lens. Hein. Lorient-Monaco. Bon, Lorient-Monaco, on va mettre un 0-2 bien tassé, tout simplement. Ça, je vois pas Lorient faire jeu égal avec ce Monaco-là. Bah, attention, surprise. Clermont-Nantes. Clermont-Nantes. Oh là là, Clermont-Nantes. Clermont-Nantes, combien? 0-0? Je vous sens tous parfaitement enthousiastes à l'idée de mettre 0-0 quand même. Hein. On met 0-0? Allez, un bon gros 0-0. Clermont-Nantes, c'est la sieste. Oui, clairement, c'est la sieste. C'est pas plus mal que ce soit... Bah alors, mon chat, qu'est-ce qui t'arrive? Il est tombé. Reims-Brest. C'est quand même 2 bonnes équipes, Reims-Brest. Hein. Attention à pas les sous-estimer. À Reims-Brest, on met quoi? 2-1 pour Reims? On met 2-1 pour Reims? Ouais, 2-1 pour Reims, ça me paraît pas mal. Strasbourg-Montpellier. On met combien, Strasbourg-Montpellier? C'est quand même 2 équipes qui sont pas terribles. Hein, Strasbourg-Montpellier. Combien on met? 0-18. 3-1. 3-1. Moi, je mettrais 1 partout. Moi. Tiens, 1 partout. Marseille-Toulouse. Marseille-Toulouse, je vois quand même une victoire de Marseille, mais une petite victoire un peu chiante de Marseille, genre un 1-0, vous voyez? Voilà. Et enfin, on termine par Le Havre-Lyon. Combien on met Le Havre-Lyon? Non, mais arrêtez, 0-12. 3-3. Vous voulez du folklore? Eh ben, on va vous en donner. Allez, 3-3. Voilà, on va rigoler un petit peu. Ça vous va, les pronos? C'est bien? On est bien? On a fini? On a terminé ce débrief. Vous étiez plus de 1000. Merci à ceux qui sont restés après le débrief Olympique Lyonnais, ça fait très plaisir. Je vous renvoie une nouvelle fois vers la chaîne YouTube, vers le compte Instagram, vers le compte TikTok, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes. J'ai également créé une chaîne dédiée aux clips et aux VOD des autres lives. Alors pas les lives nocturnes, mais tous les autres. Par exemple, le live Mercato, par exemple les lives peut-être Starfield, on ne sait pas. Pas de débrief Ligue 2. Si, c'est vrai qu'on peut faire un petit point Ligue 2 si vous voulez. On va faire un petit point Ligue 2. Parce qu'il y a eu des trucs rigolos en Ligue 2. On va faire un petit point Ligue 2. Vous avez raison, je ne l'ai pas fait la dernière fois, parce qu'on n'avait pas le temps. On va le faire tout de suite, le point Ligue 2. Hop. Voilà, le point Ligue 2. Tac, une belle pub pour Darty. Point Ligue 2 qui a commencé avec du vrai bon folklore, avec cette défaite de Bordeaux à domicile contre Auxerre. Merde, l'équipe type, pardon, j'ai oublié l'équipe type. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié l'équipe type. D'abord le point Ligue 2 et ensuite l'équipe type. Le point Ligue 2, Bordeaux qui s'est fait tarter la gueule par Auxerre. Laval qui a gagné contre Caen dans les dernières secondes. Ils étaient menés 1-0 dans les dernières minutes du jeu. Et pouf, 2-1. Amiens-Guingamp, performance intéressante de Amiens. Entrée en jeu de Andy Carroll, la légende. Amiens qui a mis du temps à s'imposer dans ce match. Ils ont marqué 3 buts à partir de l'entrée en jeu d'Andy Carroll. Grenoble-Bastia, ça a marché, bien joué. Il y a eu le seul message qui parlait pas de ça. De quoi? L'équipe type, on l'a fait après. L'équipe type, on l'a fait après. L'équipe type, on l'a fait après. Ok? Pour Rodez 2-2, on s'en fout. 3 QRM 2-2. Concarneau-Annecy 1 partout. Ça va être compliqué hein, quand même pour Concarneau. Angers qui s'impose face au Paris FC. Bien fait. Ajaccio-Dunkerque 2-2. Saint-Etienne-Valenciennes 0-0. C'était giga chiant. Petit point sur le classement de Ligue 2 pour voir que Caen est toujours en tête malgré la défaite. Amiens en bonne place également. Grenoble bien placé. Laval qui est peut-être la surprise tellement ils avaient galéré l'an dernier pour se maintenir, c'est plutôt cool de leur côté. Auxerre qui remonte, c'est plutôt pas mal. Et derrière, on voit que Concarneau c'est compliqué, le Paris FC c'est compliqué, Saint-Etienne c'est compliqué. Hein. Attention les gars, attention les Stéphanois, si vous voulez des derbys l'an prochain, il va falloir faire mieux que ça. Hein. Rions de l'immonde Paris FC, oui complètement. J'adore rire. Les pubs, comment ça les pubs? Ah oui pardon, excusez-moi, il y a des pubs là, ça va pas du tout.
Excusez-moi. C'est pas ma faute d'ailleurs, c'est l'équipe. Mais pourtant, j'ai un adblock là. Pourquoi ça me les enlève pas? L'équipe type. L'équipe type arrive. L'équipe type arrive. T'inquiétez pas. Elle arrive, l'équipe type. C'est juste que j'ai foiré mon paint. Mon paint, il arrive. L'équipe type. L'équipe type de la 4e journée. Hop là. L'équipe type de la 4e journée de Ligue 1. On va dessiner le terrain comme d'habitude. Hop. Toujours la remontée qui est dure. Hein. Alors, l'équipe type de cette journée où nous avions quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent par rapport aux 3 premières. On peut faire l'équipe type de Nilos. On pourrait faire ça, oui, c'est vrai. Bon, le terrain est dégueulasse, c'est pas grave. Alors, au but, vous avez 2 choix. C'est soit Donnarumma, soit Descamps. Et je pense que Descamps tient la barre, parce qu'il a été vraiment excellent. Mais Donnarumma mériterait aussi, hein, franchement. Mais on va déjà mettre pas mal d'autres Parisiens. Donc on va mettre Rémi Descamps, dans le but. Ça me semble pas déconnant. Voilà. Du côté de la défense centrale, il y a un nom qui vient immédiatement et je vais pas vous faire voter là-dessus. Ce sera Singo. Et ensuite, vous avez le choix en défense centrale entre Todibo et Seydou. Il n'y aura pas d'autres prétendants là-dessus. Todibo ou Seydou? Lequel vous préférez mettre dans l'équipe type? Todibo, ça me semble pas déconnant en vrai. Hein. Todibo, passeur décisif, excellent, clean sheet. On va mettre Todibo. Je vois que vous êtes... Ah, attendez, il y a match là. Il y a match dans les... Ah, attends, il y a match dans le sondage. Ah, on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Todibo? Oui, c'est Seydou, c'est SEI, c'est pas Michel Sédou, hein, rien à voir. Ah, ça, on part sur du Todibo normalement. On part sur du Todibo. Voilà. Pas mal le flop. Effectivement. Au niveau de l'arrière gauche, en vrai, il n'y a pas débat. Ce sera Caio Henrique, encore une fois. Caio Henrique, double passeur décisif. On aurait pu mettre Christopher Operi, qui aurait franchement pas été déconnant. Mais on va mettre Caio Henrique, ça me semble logique. À droite, 2 choix, soit Hakimi, soit Attal. Vous penchez de quel côté? Hakimi ou Attal? Hakimi buteur, Attal buteur. Attal peut-être un peu plus clutch pour son équipe. Ok, il n'y aura pas trop match. Ce sera Attal sans trop de surprise. Alors que le chat vient vous dire bonjour. Est-ce que vous voulez dire bonjour au chat? Viens le chat. Viens mon mini. Viens là. Hop là. Voilà mon petit chat. Milieu de terrain. Milieu de terrain, il y a pas mal de prétendants. Il y en a un qui s'impose de lui-même une nouvelle fois. C'est Teddy Thomas. Puisqu'il est passeur décisif et buteur. Est-ce que vous voulez qu'on remette Ugarte? Il y a quand même d'autres prétendants. Il y a, après, en vrai, les autres prétendants, soit c'est Lamine Camara, c'est peut-être Keshta, mais Ugarte, quoi. Kouziaev, ouais, Kouziaev, pourquoi pas. Mais si on fait un sondage, vous allez mettre Ugarte, je pense. On va mettre Ugarte. Encore Ugarte. À droite, soit c'est Loïc Nego, soit c'est Minamino. C'est vous qui choisissez. Minamino, à droite. Minamino une nouvelle fois. Eh ben Minamino, écoutez, comme d'habitude. Eh ben Minamino. On verra ensuite si on met un 3e milieu ou pas. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? À gauche, il n'y a pas beaucoup de choix en vrai. Hein. À gauche, il n'y a pas beaucoup de choix. En vrai, à gauche, on va choisir la facilité, on va mettre Mbappé. Simple, voilà, comme ça on n'aura pas à le mettre dans l'axe. Et dans l'axe, après, qui on met dans l'axe? Est-ce qu'on met Alioui? Est-ce qu'on met Mofi? Est-ce qu'on met un 3e milieu? Vous voulez mettre Asensio aussi? Asensio? Mbappé, oui, bien sûr Mbappé, mais côté gauche. Golovin en 10, ouais, je suis d'accord. Golovin en 10, ouais. Ouais, je suis d'accord. Golovin en 10. Et qui met en pointe? Qui on met en pointe? On mettra dans les mentions franco-honorables, Kouziev. Asensio, en pointe, j'ai mis Alioui, Mofi, Asensio et Mohamed. Mofi? Vous voulez mettre Mofi? Allez, en pointe, vous avez le sondage, là. Asensio, Mofi, Alioui, bon, on est sur du Asensio qui part tout droit, là. Mais c'est pas fait encore. Vous pouvez encore voter, hein. Jean-Michel à peu près sur... Oui, clairement. Jean-Michel à peu près, mais c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Mofi qui est en pleine remontada, là, dans le sondage. Ah, c'est Mofi. Ce sera Mofi. Mofi qui prend le dessus sur Asensio. Attendez, attention. Vous pouvez encore voter Asensio. Mostafa clutch. Mostafa pas dans le sondage. Oui, bon, c'est vrai. Mofi, vous voulez qu'on refasse le sondage avec Mostafa Mohamed? Oui, Asensio, c'est avec 2 S. C'est A, S et... On refait le sondage avec Mostafa Mohamed? Ok, on refait le sondage avec Mostafa Mohamed.
Allez, si Socrate peut s'en sortir, on peut refaire le sondage. Merci beaucoup, Socrate. Vous pouvez revoter pour le sondage. Voilà, c'est reparti. Mofi, Asensio, Alioui, Mohamed. Et après, on fera les mentions franco-honorables. Kadewere me semble pas déconnant. Moi non plus. Mofi toujours en tête. Côte à coude avec Asensio et Mohamed. Hein. C'est serré, c'est très serré. Alioui tous les jours. Il était lié gauche, oui. Mais bon, comme son poste c'est la pointe, normalement... Kadewere, il est où? Bah, sur le banc. C'est le MVP de la semaine. Eh bien, ce sera Mofi. Ce sera Mofi en pointe. Qui on met dans les 5 mentions franco-honorables? Je pense que c'est pas déconnant de mettre Asensio... Attendez, c'est pas la bonne couleur. C'est pas déconnant de mettre Asensio ici. Non, c'est pas non plus la bonne couleur. On a mis en violet la dernière fois. Non, c'était ça, c'était cette... je sais même plus quelle couleur on avait utilisé. Bon, on va mettre celle-là. On va mettre Asensio ici. On va mettre Donnarumma dans les buts. Même si en vrai, Chevalier aurait pas été déconnant. Non, Matuziwa a pas fait un bon match. Maripane. Ouais, Maripane, c'est pas déconnant, ouais. N'oubliez pas qu'il faut que 5 noms. Hein. Moi, j'aimerais quand même mettre Lamine Camara. J'aimerais mettre Lamine Camara. Parce qu'il est discret. Pas grand monde l'a vu jouer. Kouzaev, ouais, je suis d'accord. Et du coup, il nous en reste un. Maripane. Maripane ou Seydou? Maripane, Seydou, qu'est-ce qu'on n'a pas mis? Opéry aussi. Opéry serait pas déconnant. Hein. Opéry, ce serait pas déconnant non plus. Après, on a déjà mis un Havrais dans les mentions. Donc on va... Non, on a déjà mis plein de Monégasques et plein de Parisiens. Seydou, Opéry. Ouais. Ah non, pas Lodouaron. Arrêtez. Vous aimez le caca. Lodouaron, il fait un match scandaleux. Seydou, Opéry. Allez, on va mettre Opéry. Ça me semble pas déconnant. Voilà. Le MVP de la semaine, c'est qui? Est-ce que ce serait pas Mbappé quand même? Soit c'est Descamps, soit c'est Mbappé. On met qui en MVP cette semaine? Non, pas Tolisso. Arrêtez de troller. Arrêtez de troller. Non, pas Minamino. Pas cette semaine. Il y a juste une passe D. Soit c'est Thomas, soit c'est Mbappé. Je trouve ça pas déconnant de mettre Mbappé quand même. Hein. Thomas, c'est but assist. Ouais, c'est vrai, mais bon. Caio Henrique. Ouais, vous voulez qu'on fasse un sondage? Caio Henrique, Thomas, Mbappé et Minamino? Attends, est-ce qu'on peut refaire le sondage, s'il te plaît, Socrate? Merci beaucoup. Mbappé, Caio Henrique, Thomas, Minamino. Allez, let's go. Puis la merde, Mbappé. Oui, enfin, il pue la merde, mais il met 2 buts quand même. Hein. Antoine Joujou MVP. Non, par contre, dans les super subs, pourquoi pas? On n'a pas fait le super sub encore. Merci pour le sondage, Socrate. Merci beaucoup. Il y a match entre Thomas et Mbappé hein, dans votre MVP de la semaine. Match entre Mbappé et Thomas. Je rappelle, Thomas, c'est buteur-passeur et Mbappé, c'est double buteur. J'ai pas regardé, mais je crois pas qu'il ait de passe D Mbappé sur le match. Oui, on a compris, Loulitox. Tu vas prendre ton ban si tu continues, s'il te plaît. Voilà. Prochain message de merde, c'est le ban. Ouais, c'est serré, hein. 47 votes pour Mbappé, 40 votes pour Thomas. Oui, l'ange maltais, on a compris, Louis Maxime. Péno immonde de Bapar, effectivement, péno dégueulasse. Thomas, il n'a même pas gagné. Ouais, mais il pèse sur le match très fort. On se dirige vers Mbappé, là. Hein. C'est quand vous voulez pour la remontada, si jamais vous êtes team Thomas. Et je pense qu'on va se terminer sur du Mbappé. 52 votes pour Mbappé, ce sera lui le MVP de la semaine. Le coach de la semaine, il n'y aura pas trop de surprises. Quoique, en vrai, il y a match entre Hutter, entre Luis Enrique et Luca Elsner. Mais Hutter me semble quand même être la prestation la plus aboutie. Hein. Ouais, dommage pour Thomas, hein, c'était pas long. Ouais, pas besoin de faire de... On va remettre Hutter quand même. Je pense que c'est la prestation la plus aboutie. Vous avez le sondage quand même pour voter si jamais. Hutter, Enrique ou Elsner, c'est vous qui décidez. J'ai commencé à écrire Hutter, donc je vous ai un peu influencé. Mais oui, il n'y aura pas trop de doute, ce sera Adi Hutter. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le super sub
Le super sub, ça se joue entre Jalot et Joujou. Mais je pense que Joujou est peut-être au-dessus. Après, Jalot, il est buteur quand même. Hein. C'est lui qui sauve le match nul pour Metz. Joujou pour le nom. Bah, si je mets Joujou, les Messins, ils vont dire que je les aime pas. Non, Baldé, les gars, Baldé. Allez, Joujou pour le nom. Allez, on va être stupide, on va mettre Joujou. Joujou, Jalot. Non, Jalot, c'est pas comme ça. C'est pas Christophe Jalot. C'est vraiment Jean-Michel à peu près sur les noms. Christophe Jalot. Après, je t'ai pas aidé, Socrate, je t'ai pas donné les noms en avance, c'est ma faute, je suis vraiment désolé. Mais c'est Joujou, ouais. C'est Joujou, le super sub. Et il nous manque quoi, là? Il y avait une troisième catégorie. Qu'est-ce qu'on avait mis comme troisième catégorie? C'est tout, hein, en fait. Le flop? Vous voulez qu'on mette le flop? Vous voulez qu'on mette le flop? C'est qui, le flop, pour vous? Moi, franchement, le Doiron en flop, c'est pas déconnant. Hein. Moi, je vous dirais, c'est Silla, je pense. Peut-être Lyon. Qui c'est le pire à Lyon? Keita Tsar, Diomandé. Tolisso. Tolisso est buteur, quand même. Pour moi, c'est Silla. Hein. C'est Silla qui fait un match désastreux. Ah, l'arbitre. Ouais, mais l'arbitre, je saurais pas vous dire. Vous voulez mettre Tolisso? Bonne nuit, Compoto. Le jeune Nantais. Ah oui, non, bien sûr, vous avez raison, c'est Meupillou. C'est lui qui s'accache en... C'est lui, expulsé au bout d'une minute, c'est lui le flop, bien sûr. Ah, le but de la semaine, c'était ça, ouais. Bah, le but de la semaine, ça se joue entre Diakité, Thomas et Jalot, je pense. Hein. Non, il y est pour rien, bah quand même. Mais on va pas faire le flop, j'aime pas le flop. J'aime pas le concept de flop, on va mettre le but. On va mettre le but de la journée. Celui de Jalot? Jalot ou Diakité? Salbali est vraiment beau aussi. Ouais, Jalot, on va mettre Jalot, ouais. Jalot, c'est celui qui va faire... Wow, ouais, on va mettre Jalot. Voilà, c'est bien. Elle est bien, notre équipe type. Merci, Louis McTominay, pour l'abonnement. 454, vous êtes des fadas, vous êtes des fous. Sache que j'ai prévu aucun système de points pour le but. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Ouais, Tal, ça aurait pu aussi. Mais Jalot, je pense que c'est le plus beau. Ouais. C'est le plus beau. On a terminé ce débrief. Voilà, vous êtes encore 933, alors qu'il est bientôt 1h du matin. Merci à vous d'avoir suivi ce débrief Ligue 1, 4e journée. Prochain débrief Ligue 1, ce sera dimanche 17 à minuit, après le débrief de Lyon-Le Havre. En attendant, dimanche prochain, nous aurons un quiz football. Thématique football généraliste, un quiz qui sera sponsorisé par Parion Sport, comme d'habitude, où il y aura quelques invités. Alors, je ne peux pas vous confirmer exactement les invités. Normalement, on aura Nanix qui sera avec nous. On aura peut-être Florent Tonuti, il doit me confirmer s'il n'est pas sous l'eau. Et on aura peut-être d'autres invités, quiz football, d'une trentaine de questions, une espèce de faux live nocturne avec un quiz football. Oui, effectivement, le chat non, il se lèche pas les couilles, il se lèche le cul, c'est pas pareil. Minamino était dans l'équipe type des 4 journées. Non, pas la première journée. On se retrouvera aussi pour un live nocturne normalement mardi soir pour parler d'un peu de tout, pour parler de foot mais sans être en flux tendu, pour parler peut-être un peu de l'OL, pour parler de taf, de communication, d'influence, enfin vous connaissez quoi, un petit live nocturne mardi soir aux alentours de 21h30, 22h, Berbatov le retour, et oui, espérons. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour la fidélité, je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui prennent le temps d'aller lâcher des petits pouces sur YouTube, c'est précieux, les commentaires, même si vous mettez n'importe quoi, même si vous bombardez de commentaires, ça fait toujours plaisir, et si vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez la cloche et tout ça, ça donne de la force, et la chaîne YouTube est en train de monter, je crois qu'on n'est pas très loin des 7000 abonnés, ce qui est quand même cool. Voilà, donc merci à vous, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui lâchent des petits subs, même si je vous ai déjà dit que c'était pas forcément nécessaire tant que j'ai Parion Sport en partenaire sur les débriefs de l'Olympique Lyonnais. Et puis bah on se retrouve bien vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch ou ailleurs, ou sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, comme vous voulez. Je vous embrasse, je vous envoie en raid, je sais pas encore chez qui, mais ne quittez pas. Voilà, vous pouvez aller foutre le bordel dans le chat, comme d'habitude, vous êtes polis et vous êtes gentils. À bientôt, à plus. Attendez, j'ai pas mis le bon écran de fin. À bientôt, salut.